Jean Derly. Bonjour à tous, donc je suis Antoine, je suis interne d'anesthésie réanimation, je finis mon 3e semestre au bloc Percy. Je suis interne militaire. La particularité de Percy, c'est que c'est un hôpital militaire, on reçoit de temps en temps, régulièrement, des blessés de guerre en prise en charge secondaire, qu'ils soient des militaires français ou des militaires alliés, même pas d'ailleurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'antibioprophylaxie chirurgicale des blessures de guerre orthopédiques. Donc, il y a déjà eu un staff sur les infections de sites opératoires en orthopédie, c'était sur la chirurgie du rachis la semaine dernière. Donc, ne vous inquiétez pas, on va quand même apprendre des choses. On va pouvoir passer justement sur les notions de base qui ont déjà été vues la semaine dernière et s'intéresser vraiment aux blessures de guerre dont l'épidémiologie n'est pas du tout la même que celle de l'orthopédie propre en métropole. On va débuter par un cas clinique. Monsieur Y, à la base, c'est un civil étranger qui s'est engagé dans l'armée l'année dernière, l'armée de son pays, qui est un pays de l'Est de l'Europe, et il s'est engagé pour défendre son pays d'une invasion. Malheureusement, au cours d'une action de combat, il a été victime d'un traumatisme du fémur droit par explosion. Il a déjà été opéré plusieurs fois sur place, notamment dans un premier temps avec un damage control orthopédique, avec pose d'un exofixateur et plusieurs reprises avec des parages. Il a déjà reçu plusieurs lignes d'antibiothérapie qui ne sont pas précisées et il y a une notion d'infection, on n'en sait pas beaucoup plus. Et il a de la chance parce qu'il bénéficie d'une MEDEVAC, donc c'est une évacuation médicale, un rapatriement sanitaire, vers l'hôpital Percy, quelques semaines après son trauma, pour la suite de la prise en charge. À son arrivée, la blessure elle a un aspect propre. Il n'y a pas de signe général particulier, en tout cas ni général ni biologique d'infection de site opératoire. Et il est sous aucun traitement particulier, notamment aucun antibiotique. Là, déjà, on a une problématique, c'est quelle va être sa prise en charge globale pour ce patient. Déjà, est-ce que ce patient, on va lui faire des prélèvements PMR, est-ce qu'on va l'isoler? Est-ce que au chirurgical, on va partir sur une chirurgie reconstructrice d'emblée, parce que c'est pour ça qu'il est là finalement, ou est-ce qu'on temporise, on fait une chirurgie première, on enlève son fixateur, on fait des prélèvements, et on voit, au cas où il est infecté. Et dans les deux cas, est-ce qu'on fait une antibioprophylaxie chirurgicale, et quelle antibioprophylaxie chirurgicale si on en fait une? Donc, si on peut s'aider pour répondre à ces questions de ce que disent les recommandations de la SPAR, en date de 2018, déjà, on voit que sur le sujet potentiellement colonisé par une flore bactérienne nosocomiale, ça va être son cas parce qu'il a déjà passé pas mal de temps dans un hôpital étranger, et qui nécessite une réintervention pour une cause non infectieuse, donc on est dans ce cadre-là, le risque de colonisation à entérobactéries multirésistantes, il est évoqué, mais on n'a aucune réponse claire. On voit que même la question du dépistage, elle fait débat. Bon, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était évidemment le prélevé de BMR, ça revient positif avec tout un tas d'entérobactérales, du Frenzy BMR, de la KP BMR, 3 E. coli, dont un dont voici l'antibiogramme. Donc ça fait un petit peu réfléchir, un petit peu peur quand on voit ce genre d'antibiogramme. Est-ce que ça va jouer finalement sur notre stratégie chirurgicale d'antibioprophylaxie? On va voir si on peut y répondre. On peut regarder ce que préconise la SPAR, encore une fois. Sur la question de quelle antibioprophylaxie, on n'est pas beaucoup plus aidé. Il nous rappelle que ça doit être exceptionnel, les dérogations au protocole habituel, et qu'il faut faire une balance de bénéfice-risque entre patients et communauté. Là, on peut se demander si le cas n'est pas exceptionnel, justement. Finalement, ce qu'on a décidé de faire, nous, et on en rediscutera à la fin, c'est que comme on n'était pas dans le contexte de l'urgence et qu'on ne pouvait pas prendre de risques, on a fait une chirurgie première, on a enlevé le matériel, on a fait des prélèvements, on n'a pas fait d'antibioprophylaxie chirurgicale selon les recommandations à la SPAR parce qu'on est sur une AMO, et on a attendu les cultures avant de faire quoi que ce soit d'autre. A priori, on a eu raison parce que la biopsie osseuse, elle revient positive avec un entérobactère cloaqué complexe, dont voici l'antibiogramme. On ne voit pas la CMI de l'astréoname, elle est supérieure à 32. Donc, en fait, le labo, là, il identifie une carbapénémase de type NDM pour faire un petit rappel de microbio, c'est méthylobêta-lactamase, classe B de la classification d'Ambler. Globalement, là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui marche, l'astréoname, la cholinicine, le céphidérocol pour les nouveaux antibiotiques.
Et là, on voit sur cet antibiogramme que l'astréonam, il est résistant, il est inefficace aussi. Donc, il y a probablement un autre mécanisme de résistance, comme c'est souvent le cas dans ces germes ultra résistants, probablement une BLSE ou une céphalosporinase de haut niveau qui est associée. Les orthopédistes, en lien avec les infectiologues, ils ont décidé d'introduire une antibiothérapie par astréonam, ceftazidime, on voit que c'est efficace. Ils ont aussi rajouté la colimycine pour être sûr, quoi. Et puis aussi l'adaptomycine, parce que pourquoi pas, on ne sait jamais, on ne sait pas trop pourquoi, et en tout cas, il n'y avait aucun coccigramme plus dans les PMR ou dans les prélèvements. Bon, en tout cas, ça a été fait. En fait, ce genre de situation, on en a eu plus d'une dizaine, une vingtaine, après depuis un an à Percy, avec à chaque fois la problématique de la gestion des antibiotiques en périopératoire chez ces patients un petit peu particuliers qui sont les blessés de guerre. C'est un problème auquel on est régulièrement confronté parce qu'on reçoit des patients d'OPEX qui viennent d'Afrique, etc. Là, ça commence à être d'autres zones géographiques depuis récemment. Ça peut concerner dans le futur des hôpitaux civils, notamment en cas de conflit à grande ampleur. Donc on va passer très rapidement sur ça, parce que ça a déjà été vu la semaine dernière. Les infections de site opératoire, de manière générale, on sait que ça augmente la mortalité, la morbidité, la durée de séjour, les reprises chirurgicales. Que quand c'est un BMR, il y a des outcomes qui sont encore pires, parce qu'on a moins d'options thérapeutiques. Et qu'on a des facteurs de risque d'infection de site opératoire qui sont liés aux patients, liés à la chirurgie et liés au périopératoire, dont le facteur de l'antibioprophylaxie qui est l'un des éléments les plus importants. Si on s'intéresse à la traumatologie civile en France, on voit que c'est assez fréquent, plus de 10%, que c'est polymicrobien dans un cas sur deux. Voilà, on l'a vu la semaine dernière, du SAMS principalement, du cloaqué en deuxième. Si on regarde les recommandations de la SPAR pour la traumatologie civile, en France, ce qui est recommandé, c'est l'Augmentin. Le MAPAR il recommande de rajouter la gentamicine en plus, probablement pour couvrir le cloaqué. En tout cas, c'est globalement ce qui est fait de manière générale. J'ai l'impression, de toute façon, c'est pas vraiment le sujet du staff, on en reparlera un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est les blessures de guerre. Concernant leur épidémiologie, on a pas mal d'études qui sont sorties très récemment dans le contexte du conflit actuel en Ukraine. La première que j'ai choisie, elle est parue en 2021, donc assez récemment, par Kondratyuk et son équipe, qui sont des médecins militaires ukrainiens, qui sont intéressés au phénotypage des germes multirésistants qui étaient responsables d'infections associées aux soins en lien avec des blessures de guerre chez à peu près 150 militaires entre 2014 et 2020. Donc ça correspondait à la guerre du Donbass. C'était une étude qui était rétrospective et multicentrique sur 4 hôpitaux. Et les principaux résultats, c'est que déjà, avant tout, les infections de site opératoire des blessures de guerre, c'est des véritables soupes de germes. Il y a plein de germes, souvent 2, 3, plus, c'est polymicrobien la plupart du temps. Les germes les plus fréquents, c'est des BGN non fermentants, avec en tête de file l'Acinetobacter baumannii. Et ensuite, on a les Enterobacterales, principalement E. coli et Kp. Ces germes, dans la grande majorité des cas, ils sont multirésistants. Pour 80% des entérobactéries et de Pseudomonas, on a des souches BNR. Pour Baumannii, c'est 60%. De manière extrêmement inquiétante, on a aussi une résistance au carbapénème qui est très élevée. Pour les bacilles gram négatifs, en fonction de l'espèce, c'est 55 à 70%. Et les entérobactéries, c'est environ 40%. La plupart du temps, c'est par un mécanisme de production de carbapénémase, donc on est dans un contexte de PHRE. On a aussi une résistance à l'amicacine qui est élevée, de 50 à 70% pour les non-fermentants, et pareil, environ 40% pour les entérobactéries. Enfin, ce qui est assez finalement rassurant, c'est qu'au niveau des coccinelles plus, ce n'est pas trop un problème thérapeutique, ça reste plutôt sensible. On a 30% de SARM, 5% d'entérotoques résistants aux glycopeptides. Sur cette figure, alors c'est pas très visuellement parlant parce que c'est en échelle de gris, mais plus c'est foncé, plus c'est résistant à un nombre de classes d'antibiotiques. Noir, c'est résistant à 5 classes d'antibiotiques. Et on voit que pour les entérobactéries, en plus de 50% des cas, c'est résistant à plus de 4 classes d'antibiotiques. Donc c'est vraiment très résistant. On a une deuxième étude qui est parue très récemment, en 2022. C'est une équipe allemande de l'hôpital universitaire de Leipzig. C'est une petite étude sur un petit nombre de patients, mais c'est intéressant parce qu'ils ont accueilli d'avril à juin 2022 3 patientes civiles ukrainiennes qui avaient été victimes de blessures de guerre, c'était des traumas de membres, les 3, qui avaient été opérées sur place, qui s'étaient infectées. Elles avaient été transférées en Allemagne, elles ont été reprises chirurgicalement, et on retrouvait pour les 3, sur les prélèvements locaux ou péropératoires, le même genre de germes. Donc on a quasi exclusivement des PHRE, on a beaucoup d'entérobactéries productrices de carbapénémase avec BNDM, de l'OXA48,
on a de la Cinetobacter baumannii, à peu près les mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montrait, pour chaque germe, les associations d'antibiotiques qui fonctionnaient bien. Donc à gauche, on a les germes qui nous intéressent. Les deux colonnes du milieu, c'est le couple d'antibiotiques qui a été testé. Et à droite, c'est les concentrations fractionnaires inhibitrices. Donc quand c'est en bleu foncé, ça veut dire que c'est inférieur à 0,5 et donc que l'association est efficace. Et on voit ici que c'est le Zavicefta plus l'astréonam qui marche sur la plupart des germes, tous les germes. Je fais un petit rappel de microbiologie, c'est expliqué par le fait que l'astréonam c'est efficace sur les métallobêta-alcanates et que Zavicefta c'est efficace sur les deux autres de carbagénémase, donc les classes A et classe D. Et qu'en plus de ça, la Vivactam, c'est un puissant inhibiteur des BRSE et des céphalosporinases de haut niveau. Donc on a une association qui est assez efficace de manière assez large. Donc, cependant, il y a un autre élément fondamental à comprendre sur les blessures de guerre, c'est que le profil de résistance qu'on vient de voir, il n'est pas lié à la contamination initiale de la blessure. C'est ça ce qu'a montré il y a pas mal de temps déjà Clinton Murray, dans une étude qu'il a fait en 2006, où il a étudié pendant la guerre en Irak, à l'hôpital militaire de Bagdad, l'hôpital militaire américain. Sur plusieurs mois, il a fait des prélèvements sur les militaires qui avaient été victimes de blessures des membres sur des actions de combat dès qu'ils arrivaient à l'hôpital. La plupart d'entre eux, leurs blessures avaient été ni lavées, ni prises en charge par une antibrophylaxie sur le terrain. Et donc, il a prélevé une cinquantaine de militaires qui avaient eu des blessures. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on retrouvait des germes déjà que dans 50% des cas sur les blessures, que ces germes c'était des coccigram plus dans la grande majorité des cas, et que ces coccigram plus c'était des germes de la flore commensale cutanée, donc du staph coagulase négative, des germes qui sont finalement très peu virulents. On avait seulement 12% de staph, dont 6% de SARM. Aucun BGN résistant. Là, on voit dans le tableau descriptif, à droite, c'est les BGN, on a du Pseudomonas fusarium, du Chrysobacterium, très peu virulent, très peu pathogène, et un E. coli qui n'était pas du tout résistant. Et ça, c'est totalement à l'opposé des germes qu'on retrouvait un peu plus tard sur les infections de ces blessures, de ces mêmes militaires qui avaient un très gros profil de résistance. Et donc on peut se poser la question, si ce n'est pas la nature même de la blessure de guerre qui explique la multirésistance des infections, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'écologie locale, et notamment l'écologie des hôpitaux sur place. C'est une population qui est déjà hautement colonisée à BMR. Ça va dépendre de la zone géographique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a de plus en plus de rapports récents, là, en 2022. Il y a eu beaucoup de réfugiés ukrainiens dans les pays européens, dont pas mal qui ont été pris en charge dans des hôpitaux universitaires européens. Et on a énormément de rapports épidémiologiques qui montrent une explosion de BMR et de BHRE dans ces hôpitaux. Dans 50% des cas, on retrouvait comme facteur de risque une hospitalisation récente dans un hôpital ukrainien. Et ça veut dire quand même que pour 50% des autres, ce n'était pas le cas. Donc on a déjà un taux élevé de portage chez ces patients. Ce constat n'est pas limité à l'Ukraine. On a des collègues médecins militaires qui ont étudié sur pas mal d'années les germes qui étaient responsables d'infections au Tchad, donc à l'hôpital militaire français de N'Djamena, chez les Français et chez les Tchadiens. Et on retrouvait aussi un portage élevé de BRSE chez les Tchadiens, de BMR, 41% de BRSE. Par contre, pas beaucoup de BHRE. On n'a quasiment pas de résistance au carbapénem, quasiment pas d'entérocoque résistant au glycopeptide. Pour les militaires français, on a un peu plus de BMR que dans la population générale, mais c'est vraiment pas de manière dramatique. Donc, on en arrive, on a bientôt fini à la question difficile. Est-ce qu'être colonisé à BGN multirésistant, c'est un facteur d'infection de site opératoire en orthopédie? Et est-ce que ça doit être pris en compte dans le choix de l'antibioprophylaxie? Spoiler, on va en discuter, mais spoiler, en fait, on n'a pas la réponse. On l'a déjà dit la semaine dernière, on n'a pas d'études, il n'y a pas de larges et puissantes études qui permettent de conclure sur le sujet. Il n'y a aucune recommandation qui tranche, notamment aucune recommandation de la CDC ou de l'OMS. Si on regarde un peu, si on reparle un peu du SARM, comme la semaine dernière, si on essaie de tirer des leçons de ce qu'on sait sur le SARM, qui est un problème déjà depuis les années 80 et sur lequel on a pas mal de recul, en tout cas beaucoup plus que pour les BGN multirésistants, oui, on a certes des méta-analyses qui montrent que être colonisé à SARM, ça augmente le risque d'infection de site opératoire, ça augmente le risque d'infection de site opératoire à SARM, que quand on fait une stratégie, quand on étudie une stratégie de screening plus ou moins de décolonisation, on diminue ce risque, mais que l'antibioprophylaxie par vancomycine
ça diminue le risque d'infection de site opératoire à SARM, mais ça ne diminue pas le risque global d'infection de site opératoire. Est-ce que ces notions, on peut les extrapoler au basique gram négatif? Alors, oui, pour la chirurgie colorectale, il y a des études européennes là, qui sont parues en 2019, donc c'est assez récent, qui montrent que le portage de BLSE, ça augmente le risque global d'infection de site opératoire, ça multiplie par 5 le risque d'infection de site opératoire à BLSE. On a aussi montré qu'une stratégie d'antibioprophylaxie personnalisée pour ces patients colonisés à BLSE par ertapenem, ça normalisait ce risque d'infection de site opératoire. Mais c'est d'ailleurs la seule et unique étude comparative sur le sujet. Elle n'est même pas randomisée. Il n'y a aucune autre étude qui évalue l'efficacité d'une antibiothérapie, enfin prophylaxie personnalisée pour les porteurs de BGN multirésistants. Et en orthopédie, est-ce qu'on peut l'extrapoler? En fait, difficile à dire. Parce que contrairement à la chirurgie colorectale, où là où on opère, c'est vraiment le site de la colonisation, en orthopédie, normalement, on est assez loin du site de la colonisation. On est dans des conditions d'asepsie qui sont beaucoup plus strictes. Et dans tous les cas, on n'a aucune étude robuste pour nous aider. C'est une question vraiment difficile. Pour conclure, et que ce soit un peu plus visuellement didactique, je vais proposer un petit algorithme décisionnel dans lequel j'ai détaillé 3 situations bien particulières. La première, c'est celle de la prise en charge initiale d'une blessure de guerre. On a vu que les germes étaient ceux de la flore commensale. Dans ce cas, la question est assez facile. On administre une antibioprophylaxie de spectre étroit, en dose unique, type augmentin, céphazo ou clinda s'il y a une allergie, plus ou moins la gentamicine, même si ce n'est pas dans les recos. Pour comparaison, les Américains, ce qu'ils recommandent, c'est la céphazo en dose unique, parce qu'ils considèrent que le risque de résistance, il n'est pas à prendre en compte à ce moment-là. Ce qu'il faudra faire dans tous les cas, c'est la prévention des infections associées aux soins, de manière scrupuleuse, parce qu'on a vu que c'était ça le facteur principal d'infection. Là, on fait ça vraiment pour protéger le patient. La deuxième situation, donc là on ne voit pas, mais c'est marqué prise en charge secondaire. Donc c'est le cas où le militaire, le patient civil ou militaire, il a déjà eu une prise en charge initiale, où il a déjà été opéré une ou plusieurs fois, il a déjà eu une hospitalisation plus ou moins longue dans un hôpital sur place, et il est rapatrié en France. Là, il faut se poser la question, est-ce que ce patient il a des signes d'infection de site opératoire? Si oui, donc ça va être fistule, écoulement purulent, des signes généraux et des signes biologiques éventuellement. En tout cas, on peut en discuter. Si oui, là aussi c'est assez facile si on reste logique. On ne va évidemment pas les faire de chirurgie reconstructrice en milieu infecté, on ne va pas les poser de matériel. Il faut donc réaliser une chirurgie première de prélèvement où on va faire une ablation matérielle, lavage, parage et voilà, prélèvement microbiologique. Et ensuite, on réfléchit. Pour cette chirurgie, on ne fait pas d'antibioprophylaxie selon les recommandations de l'ASFAR. Et après prélèvement, il faut discuter d'une antibiothérapie probabiliste. Ça va être fait de manière pluridisciplinaire, évidemment, avec les infectiologues et les chirurgiens. Et idéalement, on prend un avis auprès du CRIOL, donc c'est le centre de référence des infections ostéo-articulaires complexes, qui peuvent donner leur avis si on leur envoie des dossiers. Et ça va se faire, évidemment, en fonction de l'état clinique du patient. Si le patient il a un sepsis, bah oui, tu vas faire une antibiothérapie. Dans la majorité des cas, cependant, on pourra temporiser parce qu'on sera vraiment loin de l'urgence thérapeutique. Et on pourra attendre les cultures. Si on décide malgré tout de faire une antibiothérapie probabiliste, ça veut dire qu'elle est absolument nécessaire si on décide de le faire. Et donc on n'a pas envie d'être un échec thérapeutique. Là, on va décider, oui, de faire une antibiothérapie évidemment large, une antibiothérapie probabiliste, dans le cas et qui sera adaptée à la colonisation supposée du patient. Dans le cas des militaires ukrainiens, on peut proposer Zavicefta, Aztreonam, Colimicine, ça couvre à peu près tout. Les germes qu'ils peuvent avoir, notamment les EPC et les vomamies très résistantes. Évidemment, on adapte dès qu'on a les structures. Enfin, et évidemment, on va faire, et ça dès l'arrivée du patient, des protocoles stricts de prise en charge hygiénique des PHRE pour éviter de fracasser l'écologie locale. Évidemment, ça on va le faire pour protéger l'hôpital. C'est probablement ça le plus important dans la prévention de la diffusion des résistances. C'est bien ça la problématique. Et c'est probablement ça qui est le plus efficace, plus que la stratégie antibiotique. La troisième situation, c'est celle où notre patient, donc c'est celle de notre cas clinique, M. Y, qui a lui aussi bénéficié d'une prise en charge initiale. Il arrive chez nous et il n'a pas de signe d'infection. Là, c'est difficile de faire des préconisations parce que il n'y a pas d'études. Mais de notre petite expérience, quand même, de plus d'une dizaine de blessés là, rapatriés chez nous depuis 1 an, ils étaient à peu près tous infectés. En fait, ils étaient tous infectés.
Et ce qu'on a fait pour chaque, c'était une chirurgie première, pareil, prélèvement, lavage, AMO. On fait les prélèvements et on réfléchit après. On ne fait pas d'antibio-prophylaxie pour cette première chirurgie, selon les recommandations de la SFAR. Si ces cultures, elles sont positives, bah là, la question, c'est assez facile. On fait une antibiothérapie qui est adaptée, toujours de manière pluridisciplinaire, après avis du CRIVAC. Et si elles sont négatives, là, on peut se lancer dans des chirurgies de réhabilitation. Et c'est là que la question la plus difficile arrive. Pour cette chirurgie-là, pour ces chirurgies, est-ce qu'on fait quel antibio-prophylaxie finalement? Est-ce qu'on prend en compte les BMR? Bon, on l'a vu, il n'y a pas de réponse claire. Je peux vous dire ce que nous, on a fait à Percy pour ces patients. Chacun qui ont été repris de nombreuses fois au bloc avec des chirurgies assez délabrantes et à haut risque infectieux. Ce qui a été décidé notamment par les chirurgiens et les infectiologues, c'était à chaque fois, chaque chirurgie à haut risque infectieux, donc à chaque fois qu'on posait du matériel ou qu'il y avait des incisions très larges, ils renouvelaient les prélèvements bactériologiques péropératoires et ils administraient une antibio-prophylaxie, mais qui était en fait plus une antibiothérapie, parce que même s'il était débuté avant incision, juste après prélèvement, elle était poursuivie pendant 15 jours à chaque fois et elle ciblait les germes qui étaient retrouvés sur les dernières cultures positives. C'est discutable. En tout cas, nous, ce qu'on a observé, c'est que les cultures initiales, toutes les cultures suivantes, elles ont été négativées. Malgré ça, à chaque fois, on a refait 15 jours d'antibiothérapie large sur les germes initiaux. Donc ça voulait dire, pour certains patients, 15 jours de Zavicefta, colimicine, astréonate. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Encore une fois, c'est difficile à dire. En tout cas, nous, on n'a eu aucune surinfection et on a tous pu sortir. Je finis sur le fait que ces RFE de la SPAR, elles vont être probablement, elles devraient être révisées cette année, mais que c'est quand même peu probable qu'on ait des réponses à nos questions. Parce que même si on voulait trancher la question et faire une étude contrôlée randomisée, ce serait assez compliqué. Parce que si on veut évaluer une stratégie d'antibiothérapie dans une chirurgie propre versus une autre, comme l'orthopédie, si on considère comme cliniquement important uniquement les infections de sites opératoires profondes, et avec comme objectif de détecter une différence de 50% avec une puissance de 80%, il faudrait énormément de patients, des milliers et des milliers de patients dans chaque bras. Autant dire qu'organiser et financer un RCT d'une telle ampleur, c'est difficile. Donc pour l'instant, on va devoir à chaque fois faire des discussions pluridisciplinaires et faire du cas par cas. Voilà, je vous remercie pour